La semaine dernière, j'ai publié une vidéo pour présenter une nouvelle plateforme d'investissement immobilier appelée Brix. La vidéo a fait un carton et j'ai reçu des centaines de commentaires, dont beaucoup de questions très intéressantes et très pertinentes. J'ai donc décidé de faire ma valise et de partir et de venir à Montpellier depuis Dubaï pour poser ces questions à Cédric, le fondateur de Brix. Cette vidéo est donc son interview que je te recommande de regarder jusqu'au bout tellement elle contient des pépites d'informations et constitue à elle seule une véritable formation immobilier. Je tiens à préciser avant de passer dessus que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour la faire. Cependant, je touche une petite commission si tu t'inscris sur la plateforme en passant par le premier lien dans la description, qui d'ailleurs te donne droit, toi aussi, à un bonus de 1% sur tes premiers investissements lors des 3 premiers mois. C'est parti! Cédric, est-ce que ça te dirait de nous présenter rapidement Brix, ce que c'est et le fonctionnement? Oui, bien sûr, Sébastien. Donc, Brix, c'est une plateforme d'investissement immobilier qui permet à n'importe qui d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Et en fait, le principe de Brix, nous, on va sélectionner des immeubles de rapport. Donc, c'est des immeubles avec 6 appartements minimum. Des immeubles qui sont intégralement loués. Donc, on parle de résidentiels et d'anciens. Donc, avec déjà une rentabilité. Ces immeubles, on va les découper en 10 000 parts qu'on appelle des briques. Et sur notre plateforme, tu vas avoir la possibilité de voir tous les immeubles disponibles et d'acheter une ou plusieurs briques dans chaque immeuble. En fonction du nombre de briques que tu possèdes, tous les mois, tu vas récupérer une fraction des loyers. Et en plus de ça, lorsque l'immeuble va prendre de la valeur, la valeur de la brique va elle-même augmenter. Et lorsque tu vas décider de sortir et revendre ta brique, tu vas aussi gagner sur la plus-value au global de l'immeuble. Ok. La chose intéressante qu'on a mis en place par rapport à d'autres plateformes de crowdfunding, c'est que premièrement, on est sur du résidentiel déjà loué. Donc tu as la possibilité de rester vraiment sur du long terme. Tu vas pouvoir rester investi, si tu veux, pendant 20 ans. Quand les plateformes de crowdfunding existantes, on est soit sur des programmes de promotion immobilière ou de marchand de biens, avec des dates assez courtes, c'est-à-dire que tu prêtes de l'argent à un promoteur immobilier qui crée son programme, qui revend ses appartements et qui va te rendre l'argent que tu as prêté au bout de 18-24 mois avec des intérêts. Mais tu n'as pas cette dynamique long terme où tu te sens vraiment investi et propriétaire d'une partie de l'immeuble. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans tous les immeubles qu'on achète, on va mettre ce qu'on appelle un effet de levier avec du crédit immobilier. C'est-à-dire que quand on achète l'immeuble qui vaut par exemple 500 000 euros, 250 000 euros va être apporté par des investisseurs particuliers et 250 000 euros va être apporté par la banque au travers d'un crédit immobilier. Et en fait, le fait de faire rentrer la banque dans le projet, ça permet d'augmenter la surface financière des investisseurs particuliers, ce qui va mécaniquement augmenter les rendements qui vont être fournis à l'année. Donc aujourd'hui, nous, on est capable, sur certains projets, d'aller jusqu'à 15,8% de rendement généré à l'année, ce qui ne s'est jamais vu. Pourquoi ça ne s'est jamais vu? Parce que jusqu'à présent, toute la dette qui était contractée sur un projet, donc quand un promoteur immobilier montait son projet, elle allait elle aussi voir une banque, mais tout l'argent généré par cette surface financière supplémentaire et par le crédit immobilier était au bénéfice du promoteur immobilier qui montait son projet. Donc il ne reversait pas ça aux souscripteurs au niveau de la plateforme de crowdfunding. Et donc c'est pour ça que jusqu'à présent, les projets immobiliers en crowdfunding sont plutôt à 8-10% de rendement à l'année, quand nous on a réussi à passer sur des caps bien au-delà. Vous avez dépassé les 10% en général. En général, c'est entre du 10 et 15%. En général, nous, on va être entre 10 et 15, on ne sera jamais en dessous de 10. On va avoir des moyennes qui vont plutôt osciller autour de 12% à l'année, avec des projets qui vont pouvoir monter des fois de manière exceptionnelle jusqu'à 16-17%. Comment cette idée, elle vous est venue concrètement, toi et ton équipe? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vu qui manquait sur le marché et on s'est dit tiens, il y a un truc à faire et il faut le faire de cette façon-là? Oui, c'est une très bonne question. En fait, moi j'ai revendu une première société dans la pharmacie en ligne, parce que j'ai une double formation, donc je suis en même temps pharmacien et en même temps... c'est pas commun. C'est bien. Donc, je suis pharmacien de formation, mais j'ai aussi un master en finance. D'accord.
Et donc j'ai créé une première boîte il y a 10 ans qui s'appelle 1001 Pharmacie, qui vendait des produits de santé et des médicaments sur Internet. La société a été revendue là, il y a quelques années pour 8 millions d'euros. Donc je me suis retrouvé avec de l'argent à investir. Toute ma famille est dans l'immobilier. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier et surtout dans des zones périphériques, c'est-à-dire pas dans des grosses agglos. Je me suis rendu compte de deux choses. D'un, les immeubles en périphérie de villes importantes sont géniaux parce qu'ils vont sortir du gros rendement. Et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a quasiment pas de vacances locatives sur cette typologie d'immeubles. C'est des personnes, tu vois, qui vont pouvoir avoir pour 400 € un 60 mètres carrés, 70 mètres carrés. Ils n'ont pas du tout envie de quitter leur logement, donc ils vont rester sur du temps long. Et donc pour un investisseur, ça devient très rentable. Contrairement à des petites surfaces que tu vas retrouver dans les grandes agglos avec des étudiants où il y a plus de turnover. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était pour gagner de l'argent, il faut mettre de la dette au travail. Donc il faut souscrire à du crédit immobilier. Aussi riche que tu puisses être, à un moment donné, la banque vient te voir en te disant « j'ai besoin de plus de fonds propres, vous avez trop d'encours dans ma banque, rajoutez du fonds propre pour continuer à financer vos opérations ». Et tu te retrouves toujours à négocier avec un agent immobilier pour trouver le bon bien immobilier, à négocier avec ta banque pour avoir les financements, à négocier avec les notaires, ce qui prend aussi souvent du retard pour valider les opérations. Et on est arrivé dans cette période Covid où l'Union européenne a durci les conditions d'octroi de crédit immobilier. Et là, en France, mais dans tous les pays occidentaux, tu as plus de 30% de la population, donc quasiment un tiers de la population française qui n'a pas accès au crédit immobilier. Et ça vient aussi de pair avec toute une nouvelle génération qui ne se voit plus dans du salariat traditionnel et qui s'est mis en auto-entrepreneur pour être freelance. Et là, ils ont des accès complètement, c'est bloqué. C'est des personnes qui gagnent très bien leur vie, qui n'ont pas de CDI et donc qui ne peuvent pas placer l'argent sur de l'immobilier parce que les banques ne suivent pas. Donc tout le monde s'est reporté sur quoi? Sur de l'investissement dans des crypto-monnaies et sur de l'investissement en bourse. Certains y ont fait des très belles opérations et d'autres y ont perdu beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez dingue. C'est si tu connais la plateforme Robinhood aux États-Unis sur du trading de stocks en bourse. Avant Robinhood, avant le Covid, tu avais 25% des Américains qui avaient au moins une action en bourse. Ce qui est déjà énorme si tu compares aux chiffres français. Culturellement, les Américains ils sont au-dessus sur ce sujet-là. En un an et demi, tu es passé à 25% de la population, à plus de 60% de la population aux États-Unis qui a au moins une action en bourse, parce que tout le monde a migré sur des plateformes qui te permettent très facilement d'investir. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, la problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a aucune plateforme, il n'y a aucun site internet, il n'y a aucun service qui te permet d'investir très facilement sur de l'immobilier. Tu fais face à de nombreuses frictions. Quand tu veux vendre, la liquidité, peu importe la façon dont tu as investi, elle prend de 2 mois à 6 mois, donc elle est très longue. Et pourtant, c'est encore le produit qui, en termes de couple rendement-risque, est le plus intéressant parce que tu as du très bon rendement pour un risque qui est quasiment nul, dans la mesure où, en tout cas en France, les prix de l'immobilier, même en temps de crise, ne fluctuent pas beaucoup. D'ailleurs, on l'a vu, crise Covid, on s'est demandé ce qui allait se passer. L'immobilier résidentiel a pris 10% sur les 12 derniers mois. Et donc, moi-même, là, je me disais, mais en fait, j'adorerais une plateforme qui me permet en un clic de souris d'investir dans un immeuble aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Allemagne, en Espagne, mais surtout de pouvoir revendre aussi en un clic. Donc, c'est comme ça que la genèse de Brix est partie. D'une expérience, d'un ressenti, vraiment d'une frustration personnelle, et du fait que je voyais aussi toute cette population qui parle d'immobilier toute la journée, mais c'est lié à de la frustration parce qu'elles ne peuvent pas, en fait, elles ont des liquidités, mais elles ne peuvent pas investir dans l'immobilier. Et donc ça fait à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus. Il y a eu un temps qui vient au niveau des autorisations, parce que là, la plateforme Brix, c'est une plateforme, un intermédiaire en financement participatif. Donc nous, ça nous a demandé d'avoir des accréditations au niveau de l'ORIAS pour pouvoir exister. Et ça nous a demandé aussi d'être agréé au niveau de l'ACPR, donc c'est une branche de la Banque de France, pour pouvoir faire tous les encaissements pour compte de tiers sur l'argent qui est collecté.
Si tu veux, pour schématiser, l'argent arrive dans le portefeuille des utilisateurs sur notre plateforme. Ça, c'est un compte séquestre, donc nous, on ne peut jamais avoir accès à cet argent-là. On travaille avec un prestataire qui s'appelle Lemonway. Et l'argent arrive sur notre compte bancaire qu'à partir du moment où la personne décide d'investir dans une propriété. Donc nous, on va utiliser cet argent pour acheter les propriétés, mais tant que la personne, elle a par exemple ces 10 000 € qui sont sur son portefeuille et qu'elle ne les a pas encore investis, on ne peut pas y avoir accès. Donc toute cette phase un peu juridique a été nécessaire justement pour construire le service. Et on a vraiment lancé la plateforme en avril 2021 pour accélérer sur ce modèle-là. En termes de comportement d'investissement, ça ressent. Est-ce que vous avez décelé des tendances dans le sens où est-ce qu'un investisseur en général il va se constituer, dans le domaine de la bourse, il y a le concept d'ETF, je ne sais pas ce que tu sais, c'est une sorte de panier d'actions. Au lieu d'acheter des actions individuelles, je vais acheter un ETF qui me permet de suivre plein d'actions en un seul achat. Est-ce que... Comme un indice en fait. En fait, un ETF en général va suivre un indice, exactement. Donc en général, c'est une question intéressante. En termes de comportement d'investissement, est-ce que les gens ils vont plutôt aller all-in sur un ou deux appartements, deux immeubles, pardon, qui vont choisir selon les critères qu'ils veulent, ou est-ce qu'ils sont en général, moi je veux avoir un portefeuille assez diversifié, et je vais plutôt mettre sur tous les immeubles, ou presque tous, une petite somme, au moins je suis plus ou moins déjà géographiquement diversifié. C'est super intéressant comme question. Si tu veux, avant de répondre à cette question-là, je vais en introduire une autre qui revient souvent, c'est quelle est la différence entre BRICS et une SCPI. Parce que justement, il y a ce concept de les SCPI sont plus diversifiés, du coup, c'était une question que je voulais te poser justement. Parce que, en fait, pourquoi je te dis ça? C'est surtout la SCPI est un ETF à elle-même. Une SCPI, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement dédié à l'immobilier. Donc une SCPI, c'est une société dont le job est d'investir dans de l'immobilier. Et après, tu as un manager qui dit ma stratégie, ça va être d'investir dans des immeubles de bureaux ou dans des immeubles commerciaux ou dans des murs de maisons de retraite en France et en Allemagne. Tu investis, tu n'investis pas. Tu es en accord avec la stratégie d'investissement ou pas. Et il t'a dit que les rendements prévisionnels vont être par exemple de 6% à l'année. Entre guillemets, tu achètes ou tu n'achètes pas. À partir du moment où tu as mis tes 1 000 € dans la SCPI, dans ce fonds d'investissement, tu es complètement passif. En fait, tu n'as aucune vue sur ce qui est acheté et sur la stratégie qui est mise en place par le manager. Donc tu vas récupérer des rendements, mais tu es dans une dynamique passive où tu investis et tu attends après qu'on te rende de l'argent. Ça n'a pas du tout été la logique de BRICS. La logique de BRICS, c'est de dire tu vas mettre 1 000 € dans ton portefeuille, on va te présenter de manière récurrente, peut-être 2, 3, 4 fois, bientôt 10 fois dans le mois, des propriétés dans lesquelles tu peux investir, avec toute la visibilité et la transparence nécessaires pour prendre ta décision. Donc tu l'expliquais bien dans ta première vidéo, en fait, il y a plein de critères et on va rajouter encore plus d'informations. Et en fonction de ça, c'est toi qui fais ta propre stratégie. Donc tu es vraiment actif de la création de ton portefeuille au même titre que quand tu investis en bourse. Si tu crées ton compte par exemple sur une plateforme, c'est toi qui vas faire ton picking d'actions que tu veux acheter. Et là-dessus, les stratégies elles peuvent vraiment être différentes d'une personne à l'autre. Je vais avoir des personnes qui vont dire cet immeuble il me plaît vraiment donc je vais mettre un peu all-in là-dessus. Ou alors je vais plutôt avoir une stratégie où je pars dans des villes un peu en périphérie des grosses agglos, je reste concentré dans les grosses agglomérations. Et en fait, en fonction de cette stratégie, soit tu vas faire du gros rendement avec du cash flow, c'est-à-dire récupérer des loyers de manière importante tous les mois, mais avec une plus-value de ta brique qui va être limitée parce que le prix de l'immobilier dans cette zone-là n'augmente pas. Inversement, si on finançait des immeubles à Paris, il n'y aurait quasiment pas de rendement et en tout cas, il n'y aurait pas beaucoup de loyers qui te seraient reversés tous les mois. Mais par contre, comme l'immobilier à Paris sur les dernières années a pris plus 7 à 8% par an, mécaniquement, ta brique va prendre plus 7 à 8% minimum d'augmentation par an. Donc, voilà, il peut y avoir différentes stratégies au niveau de BRICS. Tu deviens actif, même si après, tu n'as pas la gestion du bien immobilier à faire. Par contre,
La plateforme Brix, ce qu'elle a de particulièrement innovant, c'est qu'elle va te permettre, avec des tout petits montants, de te diversifier. Tu peux investir, on a dit, à partir de 10 euros. Ouais. Donc, même avec une très petite somme de 1000 euros, tu peux te dire, je répartis dans 10 immeubles différents. Nous, on va t'encourager à diversifier au maximum. Ok. Dans le sens où, en fait, si tu diversifies sur 10 immeubles différents, tu lisses ton rendement. C'est-à-dire que s'il y a un immeuble à Montpellier qui fait du gros rendement, mais qu'en face, il y en a un dans lequel tu as investi où le rendement, cette année-là, il est un peu moindre, ça te permet de lisser. Et en fait, l'imprévu est complètement effacé parce que justement, tu l'as lissé sur 10 propriétés. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous, nos critères, ça revient un peu à une de tes questions, quels sont tes critères de sélection d'un immeuble? Pour le moment, on s'est focalisé que sur du résidentiel. Pourquoi? Parce que le résidentiel, c'est ce qui résiste le mieux aux crises. On l'a vu, crise Covid, tout le commercial s'est cassé la gueule. Ouais. D'ailleurs, les SCPI sont à 85% investis sur du commercial. Les rendements des SCPI se sont cassés la gueule. Donc, c'est pas facile de faire du résidentiel parce que le résidentiel, c'est des tickets plus petits. Donc, nous, après, en termes de gestion, ça nous demande une gestion un peu plus poussée parce que un immeuble de bureau ou un immeuble commercial, tu peux rapidement placer quelques millions d'euros. Du résidentiel, en moyenne, le prix d'un immeuble résidentiel, c'est 500 000 euros. Donc ça t'oblige à faire plus de deals et de transactions à somme d'argent égale. Ouais. Mais le résidentiel, ça résiste mieux les crises. 6 appartements minimum, parce que ça nous garantit qu'en cas de vacances locatives, si j'ai 1 ou 2 personnes exceptionnellement qui partent et que moi je vais mettre 2 mois pour les remplacer, sur cet immeuble, pendant ces 2 mois où les gens sont en train d'être changés, je n'ai pas un rendement qui passe de 12% à 0 pendant cette période-là. Plutôt des secteurs en périphérie des grandes agglos, parce que nous, il nous faut des points d'entrée, donc c'est-à-dire il nous faut de l'immobilier qui soit accessible en termes de rendement, pour pouvoir rendre du rendement important aux investisseurs sur la plateforme. Et dernier critère auquel on fait très attention, c'est la démographie. Okay. Donc ça va être des villes minimum 2-3 000 habitants, parce que ça nous garantit qu'il y a suffisamment de commerce et d'infrastructures pour qu'il y ait peu de vacances locatives, et une démographie qui est en hausse sur les dernières années. Parce que c'est du bon sens, mais si tu as une population qui est en augmentation, les prix de l'immobilier vont plutôt avoir tendance à grimper. Évidemment. Si tu as perdu sur les 10 dernières années 50% de la population, tu te retrouves avec beaucoup de maisons ou d'immeubles qui sont disponibles. Et donc, l'offre de logement est plus importante que la demande. Donc, sur du moyen terme, on ne va pas prendre de valeur au niveau de l'immeuble. Donc, la bonne clé, c'est de se dire... je vais choisir des agglomérations comme Toulouse, Bordeaux, Lyon qui ont pris 50% sur les 10 dernières années. Et j'ai plus de points d'entrée parce que l'immobilier est trop cher, donc le rendement n'est pas bon. Mais par contre, comme les villes ont toujours tendance à grossir, on va essayer de se mettre en deuxième, troisième couronne et de bénéficier de cet exode de la ville, des populations qui vont se décaler un peu. Pour avoir des points d'entrée et se dire c'est pas un mauvais placement parce que d'ici 10 ans on va prendre 30%, 40% sur le prix de l'immobilier. Donc on joue vraiment sur les deux tableaux. Ok, et ça même pour un investisseur individuel, ça reste. Est-ce que c'est applicable ces conseils-là ou c'est vraiment plus propre à la stratégie de Brix parce qu'ils ont un certain nombre de fonds, parce qu'ils ont une certaine équipe, ou même, c'est-à-dire les critères que tu viens de dire, est-ce que ça peut aussi être intéressant pour un investisseur particulier qui veut acheter un immeuble de rapport, oui. Un premier immeuble de rapport? Je ne vais pas le dire, sinon je vais avoir des concurrents. Okay. non, mais carrément, ça c'est du bon sens, et même c'est une super stratégie à avoir quand tu es un particulier qui veut investir. Okay. La problématique qu'on a quand on est un particulier, c'est que on a un affect. En fait, si tu fais des mauvaises opérations dans l'immobilier, c'est parce que tu mets toujours l'affect dedans. Ok. Donc ce qui se passe, les gens quand ils investissent dans l'immobilier, en général déjà ils partent pas sur un immeuble, alors qu'ils pourraient en termes de budget, mais ils vont pas partir sur un immeuble parce que tout de suite ils voient le truc un peu compliqué avec plusieurs appartements, des locataires à gérer, donc ils vont préférer se focaliser d'abord par un appartement au début, et ensuite ils vont essayer d'être rassurés. Donc rassurés comment ?
soit en achetant très proche de chez eux, parce qu'ils connaissent la zone, ils connaissent la région. Et deuxièmement, ils vont se rassurer en achetant dans des grosses agglomérations, parce qu'ils vont se dire, le prix ne bougera jamais. J'habite Lyon, j'achète dans Lyon. J'habite Paris, j'achète dans Paris. Alors que économiquement, c'est une connerie. En fait, tu habites Paris, tu as un bon salaire, tu as plutôt intérêt à te dire, j'achète à l'autre bout de la France un immeuble qui, pour le même prix que l'appartement que je vais avoir à Paris, en fait, je fais x3 en termes de rendement, tu vois. Et je m'en fous, je le confie à une agence IMO, je ne le vois jamais cet immeuble. Mais là, tu es tout de suite dans un truc où tu es uniquement sur de la finance, tu vois, et tu n'es pas du tout sur de l'affect. Et en fait, quand les gens investissent dans l'immobilier, il y a toujours cette part d'affect qui fait qu'ils ne font jamais les meilleures opérations. Okay. Ce qui est intéressant sur Brix, c'est que d'un, tu investis des petits montants, et deux, c'est une plateforme qui est dématérialisée, donc en fait tu n'as plus cette relation affective avec le bien immobilier et tu le vois plutôt comme une plateforme d'épargne ou de finance adossée à de l'immobilier. Et les gens, ils sortent de ce rapport-là et ils acceptent d'investir dans des zones où ils ne seraient jamais allés en perso sinon. Tu vois, Pézenas, là, le deuxième qu'on a fait, moi j'en ai plein de Montpellier qui ont investi, mais si tu leur dis, mais toi tu vas aller acheter à Pézenas, non, Pézenas, il n'y a que 8000 habitants, je ne connais pas. Donc tu vois, le rapport est assez singulier. En termes de... Donc, tandis qu'on parle de ville, ça peut être intéressant de voir aussi l'avenir des villes qu'il y a sur Brix, parce que pour l'instant c'est assez limité sur Montpellier et la région de Montpellier. Est-ce que vous avez pour ambition d'autres régions de France, d'autres pays? Oui, alors, pour répondre à ta question, les prochains immeubles, tu vois, on en a dans le pipe. Là, on est en train d'en acheter un à Mantes-la-Jolie. Ok, d'accord. Donc région parisienne. Là, on en a justement, on a fait une offre qui a été acceptée hier sur Maubeuge, donc dans le 59, okay. À peu près à une demi-heure de Lille. On en voit un juste à côté de Bordeaux la semaine prochaine. Donc on est vraiment dans ce côté... On peut commencer à vous diversifier. Diversification géographique. Concernant l'Europe, c'est super intéressant parce que ce dont on se rend compte, c'est que tu as des incohérences de marché dans certaines villes, pas forcément dans certains pays, mais dans certaines villes. L'Allemagne, tu avais Berlin. Il y a 6 ans, tout le monde disait qu'il faut investir à Berlin. Pourquoi? Parce que Berlin, tu étais à 2000 € du mètre carré. Alors que Paris, en comparaison, tu étais entre 9 et 10 000 €. Et tout le monde disait, mais attendez, Berlin, c'est une ville géniale, elle bouge, elle est cosmopolite, c'est la capitale de l'Allemagne. Comment ça se fait que ça soit à 2000 €? Les investisseurs ont vu cette incohérence de marché, ils sont allés. 6 ans plus tard, tu es à 6 000 € du mètre carré. Donc ça a fait x3 en 6 ans. Ouais. Lisbonne, Portugal, exactement la même chose. Là, tout le monde est en train de parler d'Athènes en ce moment, parce que tu as cette incohérence. Et en fait, c'est des incohérences qui se font au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que, contrairement à la bourse, le marché de l'immobilier, ce n'est pas un marché instantané et parfait. Donc les incohérences mettent du temps à se lisser. Le temps que tout le monde se dise, allez, on y va, ok. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et le deuxième point, c'est le financement. Très difficile pour un Français qui a entendu 20 fois qu'il faut investir au Portugal, par exemple, d'aller lui-même investir au Portugal. Parce qu'il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas la structuration juridique pour investir, donc ça veut dire tout de suite prendre un avocat. Et la banque ne va pas le suivre. Lui, il a un CDI en France, sa banque française ne va pas le suivre pour acheter, ou alors elle va lui demander à minima 50% d'apport. Donc on veut aller en Europe rapidement, parce que c'est en Europe qu'il y a les meilleurs rendements avec justement ces incohérences de marché. Mais il faut quand même qu'on trouve des partenaires bancaires sur place à chaque fois pour arriver à faire ça. Autre chose intéressante, c'est les distorsions d'un marché à l'autre sur les frais de notaire. En France, on trouve qu'on a des frais de notaire qui sont assez élevés, ce qui est le cas. Tu vas en Belgique, tu es à 16% de frais de notaire. Ça crée quoi? Ça crée que le système est le même, on te demande les frais de notaire pour acheter, mais ça te demande forcément d'avoir un apport plus important quand tu es belge pour pouvoir investir en Belgique. Et donc, notre plateforme peut être intéressante parce que une fois qu'on a acheté l'immeuble, les briques, et on y reviendra juste après, mais les briques peuvent être échangées 10 000 fois dans la journée sans que ces frais de notaire
ait besoin d'être payé une seconde fois. Une fois qu'il arrive sur notre plateforme, une fois qu'il arrive dans la société, après tu vas pouvoir t'échanger des parts d'immeubles sans avoir à repayer ses frais de notaire. Donc ça va permettre... Alors qu'en physique, à chaque fois qu'il est revendu, il y a les frais de notaire. Il y a les frais de notaire de 16%. Ok. Et donc, dans des marchés comme ça où tu as des frais d'accès qui sont assez élevés, ben on casse cette barrière d'accès au marché immobilier et on va permettre à certaines personnes de pouvoir investir à Bruxelles très facilement alors qu'elles ne pouvaient pas le faire parce qu'elles avaient besoin d'un apport important. Ok. Voilà. En termes d'équipe, parce que j'imagine que la sélection des biens, elle ne se fait pas à la comme ça. Donc j'imagine qu'il y a quand même, en termes de logistique et d'expertise, qu'est-ce qu'il y a derrière qui va, en termes de chez Brix, pour justement aller chercher ces immeubles, les négocier, les intégrer, etc. Alors, forcément, il y a une équipe en interne qui va être assez conséquente. Ben là, on est parti de manière réduite, mais plus ça s'accélère et plus on est obligé de muscler l'équipe. Okay. Et qui va être axée sur deux pôles différents. Tu as finalement la recherche, donc tout ce qui est sourcing, la recherche et la négociation. Mais en fait, pour moi, ça c'est l'étape la plus simple. Une fois que tu as fait ce boulot-là, il y a tout le travail d'onboarding, c'est-à-dire gérer le bien immobilier, le rapatrier, et ensuite le gérer sur du long terme de manière comptable, administratif, et derrière toute la gestion immobilière. Donc trouver le bien immobilier, le négocier, c'est un vrai job, mais la vraie complexité et les vrais process qu'on essaye d'automatiser pour réduire les frais vont être vraiment sur la gestion long terme du bien immobilier. Sur le sourcing, parce que c'est souvent ça qui intéresse, comment on procède? On procède avec quelques chasseurs IMO qu'on connaît, à qui on a donné nos critères et qui vont nous dire est-ce que ça t'intéresse, j'ai quelque chose qui vient de rentrer, donc chasseur ou agent immobilier. Mais par contre, j'essaye au maximum d'internaliser ces ressources. Pourquoi? Parce que, en fait, moi je ne suis pas aligné avec un agent immobilier en termes d'intérêt. Ce qui se passe, c'est que l'agent immobilier ou le chasseur, qui est externe à ma société Brix, lui, ce qui le motive, c'est me vendre un bien tout de suite parce qu'il va avoir une commission. Ouais. Alors que moi, quand j'achète un bien, j'ai besoin d'avoir un audit qui est assez poussé, parce que si j'ai des travaux qui doivent advenir plus tard sur ce bien immobilier-là, il faut que j'ai pu les prévoir en amont. Imaginons si j'arrive sur un immeuble et que je vois qu'il y a la toiture qui n'est pas bonne, c'est 30 000 € de budget travaux qui seront nécessaires dans 5 ans pour rénover et refaire intégralement cette toiture. Parce que si je n'ai pas prévu ce budget travaux, moi je ne vais pas avoir la capacité de me retourner vers les porteurs de Brix pour leur demander écoutez, on a un problème avec le toit, il y a 30 000 € qu'il faut. Une fois qu'il a acheté ses Brix, je ne reviens plus jamais le voir pour lui demander d'argent au porteur de Brix. Ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que moi, je vais geler l'argent que je devais lui rendre. Imaginons, je lui ai dit, je te rends du 8% de loyer que je te reverse tous les ans. Je vais lui dire, attends, j'ai 30 000 € de travaux pour refaire le toit, je me suis gouré, en fait, je me suis trompé, on n'a pas budgété assez. Je vais geler ces 8% de loyer, je vais geler tous les loyers pendant 1 an pour payer cette réfection de toiture. Alors, ça, je ne veux pas que ça arrive parce que, en termes de confiance, déjà, ce n'est pas très bon. Et surtout, notre job, c'est vraiment d'avoir un audit strict de tous les immeubles. Et donc, tu vois bien que si j'ai des personnes en interne qui ont bien cette philosophie, elles vont tout inspecter. Si j'ai un agent immobilier dont le seul objectif, c'est de toucher sa commission, il s'en fout. Il s'en fout. Au contraire, lui, il va essayer de me masquer le maximum de vices pour maximum de problèmes, pour justement vendre son immeuble le plus rapidement possible. Ouais. Donc, c'est pour ça que je préfère internaliser les ressources qui vont faire la prospection des biens immobiliers, pour justement qu'en termes d'intérêt, on soit aligné et que ces personnes-là se disent attention, parce que s'il arrive vraiment une problématique que je n'ai pas vue, ça va être de ma responsabilité et c'est moi qui vais devoir l'endosser sur les 2 ans plus tard. D'accord. Et là, je fais un petit retour arrière. Donc, en effet, s'il y a des travaux qui incombent... Justement, pour la partie travaux, alors comment ça fonctionne? Nous, sur le financement de l'immeuble, on va faire une réserve de travaux. Donc, une réserve qui va être de 10 000 à potentiellement 60 000 € en fonction des travaux qu'on voit. Qui est incluse dans le détail Qui est inclus dans le détail lors du financement.
Ok, du coup, le rendement affiché est quand même net de cette réserve. Et quand même net de cette réserve, exactement. Okay, d'accord. Et donc c'est une réserve de trésorerie. Par exemple, là, on est en train de financer un immeuble à Clermont-Lérault. On sait que les appartements sont nickel, mais toutes les parties communes doivent être prises. Et on a des budgets, on a un devis pour 50 000 €. On a pris une petite réserve supplémentaire, une petite marge. On a mis une réserve travaux de 60 000 €. Ça, c'est de la trésorerie. C'est déjà inclus au plan de financement. Le rendement qui t'est indiqué tient compte de cette trésorerie. D'accord. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a fait ces travaux, ça vient tout de suite, ça se répercute aussi dans le prix de ta brique, parce que forcément, si tu repars avec une toiture neuve dans un immeuble, tu peux te dire que ton immeuble, il a pris de la valeur. Donc l'immeuble qu'on achète 300 000 € et pour lequel on a mis une réserve de trésorerie de 30 000 € pour faire la toiture, une fois que tu repars sur une toiture neuve, on peut se dire que l'immeuble il vaut plus 300, mais il en vaut 320, 330 et que ce prix des travaux va être répercuté dans la valorisation de l'immeuble si on décidait de le revendre. Ok. Au-delà de cette réserve, imaginons qu'il y a, après 5 ans, un besoin de travaux qui n'était pas étudié dans ce sens-là. Donc il y a un gel des loyers qui sont versés le temps de payer les travaux. Le gel des loyers, c'est vraiment le cas exceptionnel qui ne doit jamais arriver. Si on en arrive là, il y a un gel des loyers. Mais nous, on fait en sorte que cette réserve de travaux ne soit jamais à zéro. Donc, comme un syndic de copropriété, les syndics de copropriété, pour ne pas avoir ce genre de situation-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre en réserve 5% des loyers tous les ans. Donc il y a 5% des loyers qui sont mis en provision, qui ne sont pas reversés et qui viennent constituer une réserve travaux en trésor. Qui sont aussi inclus dans le... Et qui sont aussi inclus dans le rendement. C'est-à-dire que ton rendement à l'année est net de cette réserve travaux. Okay. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va tous les ans percevoir 5% des loyers. En fonction de la vétusté, ça va aller de 3% à 8%. De la vétusté de l'immeuble. Et on va les inclure pour justement que cette réserve de trésorerie avance et ne retombe jamais à zéro. Parce que tu as toujours des petits travaux d'entretien courant dans un immeuble. Ok, donc c'est une petite épargne, épargne travaux qui est faite. Ouais. Mais cette petite épargne, elle n'appartient pas à Brix, elle appartient vraiment aux détenteurs de briques. Et c'est pour ça que si tu regardes dans le détail de la valorisation d'une brique, tu as ton prix de l'immeuble, plus ta trésorerie, moins des taxes que tu aurais à payer sur la plus-value si on devait revendre l'immeuble, moins le crédit en cours immobilier restant, ça te donne un total de fonds propres, et après on divise le total de ces fonds propres par le nombre de briques, donc par 10 000 briques, ça te donne le prix de la brique. Donc dans ton prix de la brique, tu as bien la valorisation de ton immeuble à l'instant T, mais tu as aussi la trésorerie qui est disponible, parce que ça c'est de l'argent qui appartient bien aux détenteurs de briques. C'est juste qu'on l'a mis en réserve pour éviter à avoir à se retourner vers les détenteurs de briques. Ok Cédric, du coup, on parlait justement des loyers, on parlait des rendements, etc. qui sont nets. Par rapport au SCPI, j'aimerais bien avoir, selon toi, les avantages de Brix par rapport au SCPI, mais j'aimerais aussi que tu fasses l'exercice contraire, qui est de quels sont les inconvénients de Brix par rapport au SCPI, c'est-à-dire dans quel cas, je sais que c'est un exercice difficile, mais dans quel cas tu recommanderais à quelqu'un de plutôt aller vers des SCPI plutôt que sur Brix? Si tu veux, pour répondre à ta question, je vais même rajouter l'achat en direct. Donc on va mettre en parallèle acheter dans l'immobilier pierre-papier avec des SCPI, avec Brix et un achat en direct. Okay. Juridiquement, quand Brix achète, on a une seule société qui achète tous les biens immobiliers et qui possède l'intégralité de la nue propriété et de l'usufruit. Et cette société qui détient les biens immobiliers va avoir un contrat avec les investisseurs particuliers. Donc il y a une relation contractuelle dans laquelle la société s'engage à reverser 100% des bénéfices. Donc ça veut dire que la société s'engage à reverser 100% des plus-values liées au bien si on devait le revendre et 100% des loyers. Donc si tu veux, le mot usufruit,
qui est souvent utilisé, il fait rapport à un démembrement. Tu as toujours la distinction entre nue propriété et usufruit. Je démembre et j'ai quelqu'un qui a la nue propriété, quelqu'un qui a l'usufruit. Là, dans notre cas, il n'y a pas de démembrement. Mais par contre, le contrat, c'est un droit à usufruit. C'est-à-dire que contractuellement, nous, on s'est engagé à te reverser 100% des bénéfices, donc c'est 100% des droits à usufruit. Tu n'as pas l'usufruit, mais tu as un contrat qui dit que tu vas tout récupérer. Et ce qui est particulièrement intéressant avec ce modèle-là, c'est que sur notre marketplace, sur notre place de marché, si tu veux revendre ta brique, tu ne revends pas un titre de propriété et tu ne revends ni une action, tu revends un contrat commercial. Et un contrat commercial, il peut être vendu 1000 fois dans la journée sans qu'il y ait de droit de mutation à payer. Si tu veux revendre une action, donc une part de SCPI, l'acquéreur qui achète cette action doit s'acquitter de 5% de taxes qu'il va verser à l'État, plus des CERFA administratifs à remplir. Et ça, dans les SCPI, ça ralentit particulièrement la cession, ça c'est un premier point, et surtout ça rajoute des frais. C'est bien souvent pour ça que les SCPI, elles ont des gros frais à l'entrée, c'est qu'il y a ces 5% de droits de mutation qui sont compris dedans et qui vont être payés à l'État. Et avec ce modèle de contrat commercial, de droit à bénéfice sur un immeuble donné, justement, tu sors complètement de ce modèle-là et tu permets d'avoir une fluidité enfin sur le marché immobilier. Donc une fois qu'on a vu juridiquement ce que c'était une brique, quels sont nos avantages? L'avantage et le désavantage de Brix, c'est son modèle contractuel. C'est que parce qu'on est dans un modèle de contrat, tous les revenus que tu vas percevoir ne sont pas considérés comme des revenus immobiliers, mais sont considérés comme des revenus financiers au même titre que des dividendes sur une action boursière. Ok. Là-dessus, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça simplifie complètement la taxation. Tu as une taxation qui est à 30% sur les gains, 30% sur la plus-value que tu vas toucher. Ça sort complètement du cadre de l'IFI, donc tu n'as pas d'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui n'est, avec les SCPI, si tu as de la SCPI, ça rentre dans ton calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc pour peu que tu aies une résidence principale qui ait pris un peu de valeur, rapidement tu peux te retrouver dans le calcul de l'IFI. Pas du tout cette problématique avec Brix. Même au niveau de la flat tax, toutes les personnes qui sont sur des tranches d'impôt à 30-40% qui gagnent bien leur vie, les SCPI vont être taxés plein pot et ne vont pas avoir ce dispositif de flat tax disponible. Inconvénient et revers de la médaille pour Brix, c'est qu'il est très facile de faire financer des parts de SCPI avec du crédit immobilier. Le banquier va te prêter de l'argent pour acheter des SCPI. Le banquier te prêtera très difficilement de l'argent pour acheter des Brix, parce que ça va être considéré comme des actions boursières. Donc au même titre que des actions en bourse, le banquier ne te prête pas d'argent, à moins que tu mettes un nantissement en face, donc un collatéral, c'est-à-dire à moins que tu aies soit une résidence déjà payée que tu vas mettre en hypothèque, soit tu vas avoir 50 000 € sur ton livret et tu vas bloquer ces 50 000 € en échange de la même somme d'argent sous forme de prêt à investir, mais ce qui n'a pas trop de raison d'être fait. Du coup, ça va être difficile de faire de l'effet de levier sur l'effet de levier qu'il y a déjà sur Brix, quoi. Alors, j'en ai qui le font. Ok. Ce que je dis là, ce n'est pas un conseil. Tu vois, je ne veux pas du tout engager ma responsabilité, mais par contre, j'ai certaines personnes qui le font et qui me disent, on a mis en place un prêt à la consommation. Surtout pas avec des organismes conso parce que les taux sont très importants, mais par contre tu vas pouvoir des fois avoir des prêts conso auprès de ta banque à 2,2% à l'année sur des temps assez longs, 7-8 ans. Donc là ça devient assez intéressant parce que tes remboursements sont longs. Et en fait, il va te coûter 2,2% à l'année versus les 10% de gains que tu vas pouvoir faire sur Brix. Donc en fait le delta, le spread devient super intéressant. Par contre, la seule chose, c'est que c'est jamais des prêts in fine. Donc toi, tu vas te retrouver à avoir du remboursement d'échéance sur un prêt conso, alors que Brix, tant que tu n'as pas revendu tes briques, tu n'as pas autant d'argent qui sort pour rembourser ton prêt conso. Donc ça te demande quand même, c'est très intéressant, donc en termes de rendement, c'est intelligent. Par contre, ça te demande un effort d'épargne. Donc par exemple, la personne qui va mettre 50 000 €, elle va se retrouver avec un effort d'épargne de 300-350 € par mois.
le reste étant couvert par les versements que Brix va te faire. Et ces 350 €, quand je dis c'est un effort d'épargne, il faut être capable de les mettre en remboursement. Mais par contre, une fois que tu as fait cet effort d'épargne, à la fin de tes 8 ans, grosso modo, tu as fait à peu près 20 000 € d'effort d'épargne de ta poche. Donc pendant 8 ans, tu as mis 20 000 € et tu vas en sortir 60 000. Donc tu as quand même un multiple 3 entre le montant que tu as investi et le montant que tu sors une fois que tu as revendu tes briques qui ont été payées par ton crédit consommation. Okay. Donc c'est intéressant, mais comme tu ne peux pas aller sur du temps long, 20 ans, ça t'oblige à cet effort d'épargne. Ce qui est intéressant avec un crédit immobilier en général, c'est que comme tu es capable de le mettre sur 20 ans, 25 ans, en général, l'intégralité des loyers vient payer les échéances de crédit si tu as fait une opération qui n'est pas trop mauvaise. Okay. Voilà. Et donc, ça c'était un peu comparaison SCPI versus Brix. Maintenant, si on fait juste pour revenir sur la SCPI, bon ben, les SCPI, grosso modo, c'est du commercial, donc tu es plus exposé au risque et les frais de gestion sont plus importants, donc les rendements de fait sont moins importants. En moyenne, tu es à 5% de gains de rendement par an, les meilleurs elles sont à 7%, c'est en deçà de ce qu'on propose avec Brix. Okay. Par contre, si je compare Brix achat en direct, moi, je conseillerais toujours de partir sur un achat en direct en priorité. Si tu as, toi, la capacité d'endettement et si la banque te prête de l'argent, achète d'abord un appartement tout seul et en priorité avant d'investir sur Brix. Pourquoi ? Moi, aujourd'hui, avec Brix, en moyenne, je vais te rendre du 12% avec impôt. Ce 12%, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est 12% par rapport à tes fonds propres investis. C'est-à-dire que si tu investis 1 000 €, ouais. Je vais te rendre 120 € à l'année. 12%, non pas par rapport au prix de l'immeuble, mais par rapport à tes fonds propres. Quand tu achètes un appartement, grosso modo, un appartement qui génère du 5%, c'est ce qu'on voit de manière classique. Pour faire simple, un appartement à 100 000 €, tu vas le louer entre 500 et 600 € par mois. La banque va te payer 100% de l'appartement. Tu as juste les frais de notaire à payer. Donc toi, ça te coûte 10 000 €. Ton opération, l'argent que tu sors de ta poche te coûte 10 000 €. Tu mets un locataire dedans, il rembourse quasi l'intégralité de tes échéances de crédit, plus un peu de taxes foncières. Tu n'as quasiment aucun effort d'épargne à faire tous les ans. Okay. Une fois que tu as enlevé tous les intérêts liés à ça, tu as une épargne sur un appartement comme ça qui va être de 4 000 à 4 500 € par an. Cet argent, tu ne le touches pas, en fait, tu ne le vois pas au début. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as des loyers qui rentrent, qui viennent payer tes échéances de crédit. Donc toi, c'est une opération qui est neutre, mais c'est de l'argent que tu ne prends pas dans la poche. Cet argent, tu vas vraiment le toucher le jour où tu décides de revendre ton bien, ton appartement. Imaginons que tu l'as depuis 5 ans ou tu l'as depuis 10 ans. Tu revends ton appartement. C'est 4 500 d'épargne que tu as mis tous les ans dans ces remboursements d'emprunt. À ce moment-là, tu les touches. Bien sûr, tu vas payer un peu de taxes sur la revente de ton appartement. Mais tu vas te retrouver, en fait, on le voit vite fait, le calcul, c'est à peu près 4 000 € d'épargne une fois que tu as tout payé, versus en rapport avec les 10 000 € initiaux investis. Donc en fait, par an, quand tu achètes en direct 100% sur de la dette, tu es à 40% de rendement à l'année. Okay. Et donc, c'est vraiment cette capacité à mettre de la dette sur une acquisition immobilière qui va te faire monter tes rendements. Ouais. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à conseiller, si vous avez la capacité à acheter avec beaucoup de dettes, parce que la banque est prête à vous prêter à 100%, voire à 110%, faites-le. Vous gagnerez toujours plus qu'avec Brix. Ouais. Par contre, ce qui va se passer, c'est que rapidement, la banque elle va vous dire, ok, tu as acheté un premier appart, tu as acheté un deuxième appart, ça y est, tu es au taquet de ta capacité d'endettement, nous on ne peut plus te prêter d'argent parce que tu es à 35 voire 40%. Et là, tu vas te retrouver avec un reste à vivre peut-être suffisant pour investir ailleurs. Et dans ce cas-là, viens investir dans Brix à ce moment-là. Okay. Ça, c'est plutôt pour un jeune qui démarre dans la vie et qui veut se constituer un capital.
Après, tu vois, j'ai des personnes d'un certain âge, un peu plus âgées, qui, elles, ont déjà fait de l'immobilier et qui se disent, bon, ben, moi, aujourd'hui, que je sois à 12 ou que je sois à 20, peu importe, whatever, c'est la tranquillité qui prime, quoi. Si à un moment donné, j'ai envie de me faire plaisir avec mes amis et que j'ai besoin de 5 000 € pour aller me faire un voyage, je veux en un clic récupérer mon argent et pas prendre 6 mois pour revendre mon appartement. Ouais. Donc, c'est des personnes qui veulent la tranquillité, veulent zéro souci de gestion. Parce que même si tu mets ton appartement en agence IMO, tu as toujours cette charge mentale où à un moment donné, c'est quand même toi qui reçois la taxe foncière. Donc, un appartement, ça va. Quand tu commences à en avoir 2, 3 et que tu as un boulot à côté, rapidement, ça peut te polluer et ça devient un peu chaud. Voilà. Donc tout dépend de la situation dans laquelle tu te situes. Mais si ton objectif, c'est de faire du rendement et de constituer rapidement un capital et que tu peux aller voir la banque pour qu'elle te prête de l'argent, viens pas sur Brix. Viens pas sur Brix, viens pas en SCPI non plus, parce qu'en SCPI, c'était passif encore une fois, mais le rendement, il est pas bon non plus. Donc, j'aimerais aborder on a parlé tout à l'heure de l'usufruit et de juridiquement comment ça fonctionne. J'ai reçu pas mal de questions sur, c'est des questions tout à fait légitimes, sur les risques qu'il y a derrière avec ce type de format juridique. C'est pas plutôt les risques, c'est plutôt des inquiétudes, notamment dans 2 cas. Et c'est intéressant de savoir la position de Brix dessus. Donc, premièrement, c'est si je détiens des Brix, donc je détiens pas l'usufruit, mais je détiens le droit que donne l'usufruit, et que je décède, qu'est-ce qui se passe avec ces Brix? C'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose ce droit à l'usufruit est quelque chose de légal ou non? Et deuxième question, c'est dans le cas où c'est Brix qui décède, la société, qu'est-ce qui se passe avec mon investissement? Où est-ce que va mon argent? Donc l'immeuble, bien entendu, reste présent. Mais si la société qui détient l'immeuble et qui était en fait l'intermédiaire entre moi et la Brix de l'immeuble, disparaît, fait faillite ou peu importe le cas de figure. Si la société fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on a dit que c'était un contrat derrière. Donc c'est un contrat de gré à gré entre la société et l'investisseur. Dans le contrat, justement, est prévu ce cas de décès. Donc, qu'est-ce qui se passe si moi, je décède? Il y a une transmission du contrat et des droits du contrat aux héritiers. Encore faut-il que nous, on sache qu'il y a eu un décès derrière. Donc, tout comme une assurance vie, moi, ce que je recommande à la personne qui investit dans des briques, c'est soit d'en parler à sa descendance ou à ses héritiers, soit de mettre ça dans un testament. Parce que nous, ce qui va être compliqué, voire impossible, c'est de savoir à un moment donné que la personne est décédée et de pouvoir transférer ce contrat de manière automatique. Donc il faut que les héritiers nous contactent avec un acte de décès pour qu'on puisse faire cette transmission qui se fasse du mieux possible. Mais il y a bien une transmission, on n'est pas sur de l'usufruit, où l'usufruit, s'il y a un décès, le contrat d'usufruit s'arrête et en fait tout revient au nu propriétaire. Donc comme on n'est pas sur de l'usufruit, qu'on est sur du droit à l'usufruit au travers d'un contrat contractuel, c'est transmis de manière très facile, très naturelle aux héritiers. Et dans le cas en cas de faillite de Brix, qu'est-ce qui se passe? Alors dans le cas de faillite, en fait, c'est ce qu'on appelle une procédure extinctive. Donc prévoir ce qui se passe si on fait défaut et si on fait faillite. Et nous, c'est pour ça qu'on a bien dissocié la structure Brix, qui va détenir le site internet, qui va mettre en place le marketing et qui va avoir les employés. Donc on a une structure mère de tête qui possède toutes les charges. Et une structure fille, donc, qui est une société dédiée qui va posséder tous les immeubles. Dans cette société qui possède tous les immeubles et tous les biens immobiliers, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'employés, il y a juste des rentrées d'argent des loyers et après de la gestion courante d'immeubles et de frais liés aux immeubles. Donc ce qui peut se passer, c'est que la structure de tête, la structure mère, on a engagé trop de frais, on a une masse de personnel trop importante, à un moment donné on n'est plus capable de payer nos créanciers, on fait faillite. Dans ce cas-là, la procédure extinctive, c'est de dire, tous les immeubles vont être liquidés, on les revend, et après ça va fonctionner par rang. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des créanciers, donc des personnes qui viennent récupérer leur argent, et tu as des rangs de priorité pour rembourser les créanciers. Donc on se retrouve à revendre tous les immeubles,
Et le rang de priorité, ça va être rang numéro 1, on est obligé de rembourser la banque qui a une hypothèque sur tous les immeubles. Donc chez le notaire, la banque se fait rembourser. Donc tous les crédits qui ont été contractés chez la banque pour financer 50% des immeubles sont remboursés en priorité à la banque. Rang numéro 2, tous les détenteurs de briques. Donc tous ceux qui ont investi au travers des briques récupèrent tout ce qui reste au niveau de chaque immeuble. Rang numéro 3, les créanciers de la société mère. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au rang numéro 3, il y a déjà le rang numéro 1 et le rang numéro 2 qui ont tout pris. Donc en fait, le risque en perte en capital, là, il va être en mode... il va être... donc en fait, le risque de perte en capital, il va être lié à deux choses. Premièrement, au fait qu'à un moment donné, on vient de faire financer un immeuble, la société de tête fait faillite. Ce que j'espère pas, hein, on fait tout pour pas que ça arrive, mais évidemment, la société de tête fait faillite, on remet l'immeuble à la vente, on rembourse en priorité la banque. Donc imaginons, on vient d'acheter un immeuble 500 000 €, on le revend 500 000 €, la banque nous avait prêté 250 000 €, on rembourse ces 250 000 € à la banque, mais comme ça nous a coûté des frais d'agence immobilière de revendre un peu en précipitation cet immeuble, les fonds propres qui étaient de 250 000 € peut-être 2 mois plus tôt, là, il se retrouve à être que de 235 parce qu'il y a une agence immobilière qui, dans la précipitation, a revendu un immeuble ou même a revendu l'immeuble un peu moins cher. Et donc, on se retrouve avec seulement 220 000 € de fonds propres alors que 2 mois plus tôt, les gens ont investi 250 000 €. D'accord. Ce que tu n'as pas si l'immeuble est déjà depuis 5 ans dans la société. Parce que si l'immeuble est déjà depuis 5 ans dans la société, on revend l'immeuble 500 000 €, voire un peu plus. Il y a déjà 5 ans de remboursement d'échéances de crédit qui sont intervenus. Donc on se retrouve à avoir une dette bancaire à rembourser qui va être potentiellement que de 180 000 €. Donc déjà les fonds propres sont assez importants pour rembourser même plus aux détenteurs de briques et venir couvrir facilement les frais d'une revente rapide d'un immeuble. Donc le risque il est là, ce n'est pas un risque de perte totale en capital, mais ça va être un risque qui va être de 10-20% sur le capital que tu viens d'investir. Okay. Voilà. Ça c'est le premier risque. Et après, deuxième risque, qui peut exister en investissant chez Brix, ce n'est pas un risque lié à Brix en soi, à la société, c'est un risque lié à l'immobilier de manière générale, un risque de force majeure. Imaginons il y a un crash boursier, imaginons il y a une guerre mondiale, tout l'immobilier perd 50% de sa valeur. Bon ben, nous, on ne va pas revendre les immeubles, mais forcément, toi, tu ne pourras plus sortir sur le marché secondaire. Donc, tu vas te retrouver toujours actionnaire d'immeubles avec une liquidité qui va être impossible. Dans l'espoir que cette crise passe et que les immeubles reprennent de la valeur. Mais il t'arrivera la même chose que tu investisses via une SCPI ou que tu investisses en direct. Physique, ouais. Physique. Ça, c'est une question aussi qui est posée sur les risques d'impayés. Est-ce que y a un truc qui existe, c'est les garanties d'impôts, les garanties de loyer impayés. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi sur vos immeubles ou qui ne vous intéresse pas? Si, au contraire. On préfère rendre un peu moins de rendement à l'année, mais avoir des rendements qui sont sécures dans la durée. Donc c'est pour ça que, dans la mesure du possible, on mettra toujours en place une GLI, une garantie de loyer impayé. D'accord. Dans la mesure du possible, parce qu'il y a certains immeubles qu'on achète où il n'y a pas encore la GLI. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait un turnover et qu'on la mette sur le prochain locataire. La GLI, elle est super parce qu'elle te coûte à peu près 3% des loyers à l'année. Et elle est super parce qu'elle te garantit les impayés. Par contre, ce qu'on aura toujours et qu'on ne peut pas assurer, c'est la vacance locative. Si j'ai un turnover et que je mets 2 mois pour trouver un nouveau locataire, bon ben, là, mon rendement vient être diminué. Et potentiellement, si j'ai 3 locataires, année exceptionnelle, j'ai 3 locataires qui partent la même année, mon rendement initialement indiqué à 12% peut se transformer en un rendement à 10%. Donc c'est vraiment ce qui peut impacter le rendement. A contrario, là c'est le cas qu'on a avec Montagnac. On achète un immeuble où les loyers n'ont jamais été augmentés, il pourrait être 1,5 fois plus important. On va essayer de remonter les loyers progressivement avec les locataires. Le rendement indicatif qui est annoncé à 15% sur cet immeuble, potentiellement dans 3 ans, par rapport au prix d'achat actuel, il va peut-être être de 16 ou 17% parce qu'on a réussi à faire cet exercice de remonter les loyers pour les faire correspondre à des loyers marchés.
Donc la vacance vient impacter à la baisse, l'augmentation des loyers vient impacter à la hausse ton rendement. Donc on a vraiment les deux possibilités. Ok. Encore une fois, c'est la raison aussi pour laquelle on prend des immeubles avec 6 appartements minimum. C'est justement pour pas que tu te retrouves en cas de vacances locatives à avoir un rendement qui passe à 0 parce qu'il n'y a plus aucun appartement loué. Si j'ai une vacance locative sur 6, j'ai toujours 5 appartements qui continuent à payer, donc ça lisse mon risque de vacances. Ok. Et si tu diversifies sur 10 immeubles, ton risque il n'est pas sur 6 appartements, il devient sur 60 appartements. Et donc ta vacance locative, tu la sens plus du tout au niveau de ton rendement. Ok. Cédric, du coup, j'ai une autre question aussi qui a été posée par un abonné, elle m'a super intéressé. Si, par exemple, prenons un cas théorique, où vous venez de lancer un immeuble sur la plateforme, et j'ai assez d'argent pour acheter les 10 000 briques. Je mets les 500 ou les 600 000 et j'achète les 10 000 briques de l'immeuble. Tu fais l'américain. Et je laisse personne d'autre, c'est-à-dire vraiment les 10 000 briques sont à moi. Ouais. Concrètement, ça veut dire que je détiens, est-ce que ça veut dire que je détiens 100% du bien immobilier ou 50% parce que l'autre, est-ce qu'il y a une autre partie qui est détenue par la banque ou via le crédit? Comment ça se passe? Ok, alors théoriquement, non, ça veut dire que tu détiens 100% des droits à usufruit. Donc okay. Si ça se passe, tu détiens 100% des droits à usufruit et que tous les loyers et toute la plus-value va être dédiée. Okay. Donc même s'il y a un crédit immobilier qui est mis à 50% sur le financement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce crédit immobilier vient toujours au profit des détenteurs de briques. Donc ce n'est pas nous qui prenons cet argent, donc c'est au profit. Donc toi, tu vas récupérer 100% des bénéfices liés à cet immeuble. D'accord. Réglementairement, nous, un investisseur, au maximum, il peut investir 2,5 millions à l'année. Donc 2 500 000, c'est déjà une très belle somme. Donc ce cas de figure, en théorie, peut très bien se produire. Aujourd'hui, on n'avait pas limité le montant d'investissement par immeuble, par personne. Moi, j'ai toujours tendance à dire, diversifiez, répartissez. Vous avez 10 000 euros, vous avez 50 000 euros, vous diversifiez dans 10 immeubles. Là, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'on a beaucoup d'inscrits et la cadence des immeubles sur la plateforme est un peu plus longue. Ouais. Commercialement, moi, ce n'est pas dans mon intérêt de te permettre d'acheter tout un immeuble parce qu'en fait, toute ma base d'utilisateurs va être frustrée derrière. Ouais. Donc là, ce qu'on est en train de mettre, c'est qu'on va mettre une limitation. Tu ne pourras pas acheter plus de 5% d'un immeuble en tant qu'investisseur. Premièrement, ça t'oblige à diversifier tes placements. Et deuxièmement, ça permet à plusieurs personnes de rentrer dans cet immeuble et d'investir et pas justement avoir une seule personne qui dit moi j'ai 2,5 millions, je vous prends les 10 prochains immeubles et j'ai tous mes autres investisseurs. Tu vois, l'idée, celui qui a 2,5 millions, moi je pars du principe qu'il achète en direct en fait. L'idée initiale de Brix, c'est vraiment démocratiser l'investissement immobilier et permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un immeuble seul, cash, ou même surtout qui n'ont même pas la possibilité d'aller faire un crédit immobilier, de pouvoir quand même investir dans l'immobilier. Donc si je fais ça, en fait ma promesse elle n'est plus du tout tenue, elle n'existe plus. Ok. En parlant du crédit et des loyers, là encore une question qui est souvent revenue. Actuellement, donc les rendements qu'il va y avoir sur la plateforme, ce sont des rendements nets du remboursement du crédit qu'il y a mensuellement. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, les loyers sont de 2 000 euros et vous avez 1 000 euros de remboursement par mois au crédit, à la banque. Le rendement que vous allez afficher ne va pas être sur les 2 000 euros net, il va être sur les 1 000 euros restants après remboursement. Non, je vais expliquer ça parce que c'est un peu plus compliqué. Ok. Tu as un rendement à l'année qui est net avant impôt. Donc c'est avant de payer tes impôts. Donc par exemple, si je te dis que tu vas gagner du 12%, c'est avant de payer ta flat tax sur ces 12%. Oui, on est d'accord. Ces 12%, ils vont être répartis sur 2 flux différents. Tu te rappelles qu'il y a 50% de l'immeuble qui est payé sur fonds propres. Donc ça veut dire que, imaginons on prend la moitié de l'immeuble, la moitié des loyers. Sur la moitié des loyers, j'ai juste un peu de frais à payer. Donc je prends mes loyers bruts, je paye mes frais d'agence immobilière, ma taxe foncière, ma réserve de travaux de 5%. J'ai mes loyers nets.
sur ces 50% des loyers, je te reverse l'intégralité des loyers de manière mensuelle. Ça représente 6% du rendement à l'année, donc la moitié du rendement, qui t'est reversé de manière mensuelle. Sur l'autre moitié de mon immeuble, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours ces loyers nets, mais à un moment donné, il faut que je rembourse mon crédit immobilier. Donc je rembourse mon crédit immobilier, ça permet de diminuer le niveau de dette, c'est de l'argent que je ne te reverse pas tout de suite, mais qui t'appartient, que, encore une fois, tu as mis en épargne. Et donc ça, mécaniquement, ça va faire monter le prix de ta brique de 6% à l'année. Donc on se retrouve avec 6% de revenus reversés directement, 6% d'épargne qui vient augmenter le prix de ma brique, pour un rendement global de 12%. Oui, c'est justement ce que je dis, c'est-à-dire que sur pardon, j'ai dit rendement, mais c'était pas ça, sur les revenus locatifs, donc j'enlève la plus-value pour l'instant, les revenus locatifs qui sont sur la plateforme, ils sont quand même nets de remboursement du crédit. Oui, c'est ça. C'est ça la question. Exactement. Et du coup, j'en viens à la question qui m'est venue, c'était que, imaginons que vous avez pris un crédit sur 20 ans. Oui. Dans 20 ans, quand le crédit sera terminé, est-ce que ces 50% que tu disais sont dédiés au remboursement à la banque, est-ce que ces 50% vont désormais être redirigés vers les investisseurs et du coup, logiquement, avoir un double loyer, quoi, que ce qu'on touche actuellement pendant la durée du crédit? Ok, très bonne question. En fait, ça c'est un cas théorique. Ouais. En effet, si mon immeuble il est remboursé à 100%, l'intégralité des loyers vont être redonnés aux particuliers. Yeah. Donc, je reste sur 12%, parce que plutôt que de l'avoir sur de l'augmentation du prix de la brique, ma brique, comme il n'y a plus de remboursement, elle ne va plus augmenter parce que ma dette a été intégralement payée. En tout cas, le prix de la brique va augmenter moins vite, mais je vais avoir plus de revenus locatifs qui vont m'être reversés, donc on reste à peu près sur les mêmes notions de rendement. Après, non, il y a la plus-value de l'immeuble quand même. Mais oui, il y a la plus-value de l'immeuble, exactement. Mais ça ne va jamais arriver de toute manière qu'on rembourse l'intégralité d'un crédit sur 20 ans. Pourquoi? Et là, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire, vraiment. Okay. Ce qui se passe, c'est que on a pour stratégie de faire ce qu'on appelle une dette roulante. C'est-à-dire qu'au bout de 7 à 10 ans, on va faire refinancer l'immeuble parce que la dette n'est plus suffisamment importante au regard des fonds propres sur l'immeuble. Je m'explique. Prenons un exemple d'un immeuble à 500 000 euros. 250 000 euros de fonds propres au début, 250 000 euros de dette. 10 ans plus tard, l'immeuble il vaut plus 500 000, il en vaut 600. J'ai déjà remboursé la moitié de mon crédit immobilier. Donc j'avais 250 000 euros, imaginons j'ai remboursé 100 000, 120 000 à peu près. Je me retrouve dans une configuration où j'ai un immeuble qui vaut 600 000 pour 150 000 euros de dette restante. Donc j'ai donc 450 000 euros de fonds propres pour 150 000 euros de dette. Et en fait, au bout de 10 ans, il est plus intéressant de te rendre ces 400 000 euros, de refaire un financement à 50% sur ce bien immobilier, parce que tu te retrouves là actuellement avec un immeuble où tu as 80% de fonds propres pour 20% de dette. Et en fait, si tu es capable de récupérer cette différence, ces 30% d'excédent de fonds propres, et de les prendre et de les réinvestir sur un autre immeuble avec de nouveau de la dette, ton rendement que tu as là qui est de 12%, comme tu as beaucoup plus de fonds propres, tu vas être capable de le maximiser et d'aller chercher du 16-17%, parce qu'on va remettre de la dette et on va toujours te rendre du 12% de rendement sur cet immeuble, mais on t'aura rendu cet excédent de fonds propres que tu vas aussi pouvoir réinvestir sur un nouvel immeuble, ou sur cet nouvel immeuble, tu vas regagner du rendement. C'est les intérêts composés appliqués à l'immobilier. Et on est typiquement sur de l'intérêt composé, où c'est te ressortir des gains tout de suite d'un immeuble pour aller les réinvestir sur un autre, ne pas attendre les 20 ans pour revendre, mais récupérer tes gains pour les remettre ailleurs, remettre de la dette, et en fait, tu élargis ta surface financière. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'à somme d'argent, à fonds propres équivalents, au lieu de faire travailler, dans mon exemple, 600 000 euros, parce que l'immeuble, il vaut maintenant 600 000 euros, on va être capable, à fonds propres équivalents, de non plus faire travailler 600 000 euros, mais en faire travailler 900.
Et donc, tu vas avoir 900 000 € au bout de 10 ans qui travaillent pour toi, répartis à moitié en fonds propres et à moitié en dette, et non pas 600. Et forcément, quand tu as 900 000 € au travail, ça rapporte plus par an en termes de rendement que 600 000. Donc ce qu'il faut voir vraiment, c'est avoir cette capacité maximale de surface financière qui travaille, parce que en fait, c'est ce qui te rapporte de l'argent. D'accord. Et c'est vrai aussi pour un investisseur particulier. Un investisseur particulier qui investit en direct, au bout de 20 ans, quand il a remboursé son crédit, qu'il revend, c'est déjà trop tard. En fait, pour bien faire, il faudrait qu'il ait la capacité de revendre avant, de prendre ses gains et de les réinvestir avec un nouvel effet de levier bancaire dans un nouvel immeuble. Et là-dessus, c'est aussi... en fait, nous, si tu veux, on a un intérêt qui est vraiment aligné avec l'investisseur, parce que ça me permet d'en venir sur notre modèle de rémunération. Nous, on va prendre un frais de gestion sur la valeur des immeubles. Donc, pour se rémunérer tous les ans, on prend un frais de gestion de 1% sur la valeur de l'immeuble. Donc, moi, mon intérêt, c'est qu'il y ait le maximum d'argent qui travaille. Parce que peu importe que ça soit de l'argent de fonds propres ou de l'argent de la banque, plus j'ai d'immeubles en gestion, plus je gagne de l'argent. Donc je préfère que tu investisses le minimum de fonds propres et que moi je sois capable de mettre le maximum de dettes de la banque, parce que ça va me permettre de multiplier les opérations. Si tu veux, avec 100 €, si je suis capable de mettre 300 € de dettes, c'est plus intéressant que si avec 100 € je suis capable de mettre juste 100 € de dette. Parce que je peux multiplier comme ça le nombre d'immeubles qui arrivent sur ma plateforme et qui vont être en gestion. Et on est aligné parce que plus je suis capable de mettre de la dette dans l'immobilier et plus ton rendement il va être élevé. Donc plus tu gagnes de l'argent, plus Brix en gagne. Vous prenez aussi des frais sur l'entrée de l'immeuble, non, sur la plateforme? Oui, alors on prend des frais de deux façons différentes. Sur l'entrée du bien immobilier sur la plateforme et sur la gestion. Donc la gestion, on vient d'en parler. Sur l'entrée sur la plateforme, en fait, c'est comme un agent immobilier, c'est que notre frais est inclus dans le prix de l'immeuble. Un immeuble qui vaut 300 000 €, quand il arrive sur la plateforme, on va le présenter à 330 000 €. On détaille, tu l'as bien expliqué dans ta première vidéo, on va détailler ça, mais en fait, l'immeuble est affiché à 330 000 € dans les faits. Ouais. Ce qui fait que le rendement qu'on t'indique, et par rapport à un prix de l'immeuble, commission inclus. Donc par rapport à un prix de l'immeuble à 330. Donc c'est complètement neutre pour l'investisseur. Il a un rendement affiché à 12%, notre commission est inclus. Et ça c'est assez bien comparé à ce que font les SCPI. Parce que les SCPI, elles prennent 10% de frais de gestion, mais en fait tu investis 100, elles prennent 10% et tu n'as plus que 90 à investir. Donc en fait il te faut déjà, pour remonter à 100, bien rester 2 ans dans la SCPI, parce que sinon tu n'as même pas récupéré autant que ton capital initial. Ok, dans le sens où tu commences déjà négativement avec une SCPI. Une SCPI, tu commences, tu es déjà en négatif. Okay. Ouais. Donc en fait si tu revends ta part de SCPI, tu es déjà en négatif. Donc tu es obligé déjà de rester 2 ans pour récupérer les frais que tu as payés au début. Okay. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent en SCPI, les frais, il te faut bien 7 à 8 ans pour commencer à les rentabiliser et être bien. Et en termes de sortie, est-ce qu'il y a des frais ou il n'y a pas de frais de sortie? Il n'y a pas de frais de sortie. On va prendre des frais sur l'opération de refinancement immobilière. D'accord. Mais là, encore une fois, c'est le même principe que l'entrée, c'est que c'est inclus dans le prix de l'immeuble. Mais il y a 0 frais de sortie, 0 frais de transaction sur la marketplace. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un marché ultra liquide qui te permette de sortir, de rentrer. Et nous, on va être alignés avec les investisseurs parce qu'on va se rémunérer sur notre capacité à aller sourcer des immeubles intéressants. Marketplace, parlons-en. Ouais. C'est quelque chose qui n'existe pas encore à l'heure où on fait cette vidéo. Ouais. Mais déjà en termes de timeline, quand est-ce que vous envisagez de sortir ça? Mi-octobre. Ok, donc on est vraiment à moins d'un mois du... On est à moins d'un mois, là, ouais. Ok. Est-ce que tu peux peut-être, Cédric, nous parler un peu plus de concrètement comment vous visualisez cette marketplace dans le sens où j'ai mes briques, je peux les revendre en termes de liquidité, puisque le gros du boulot, j'ai l'impression que ça va être quand même sur la marketplace, dans le sens où les loyers, les revenus locatifs, ça va être endettement des briques sur briques, tout simplement. Mais la deuxième partie du gain potentiel, du rendement potentiel pour les investisseurs, ça va être via cette marketplace. Oui.
Moi-même, j'ai aussi c'est pas des inquiétudes, mais j'attends de voir la liquidité qu'il va y avoir sur cette marketplace, parce que ça passe ou ça casse en fait. S'il n'y a pas de liquidité sur cette marketplace, tout l'aspect plus-value qu'il y a dans le rendement, bah, concrètement, oui, il est virtuel et on ne l'aura jamais dans la poche. Exactement. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et comment est-ce que tu as confiance dans la liquidité qu'il va y avoir? Et ma question, c'est pourquoi un investisseur viendrait acheter sur la place secondaire, sur la marketplace une Brix, plutôt que l'acheter sur le primaire? Il attend que vous rajoutiez un nouvel immeuble sur le primaire et il achète directement sur le primaire. Oui, très clair. Alors déjà, si tu veux, philosophiquement, moi, la marketplace, je ne voulais pas que ça soit une marketplace avec des prix qui sont gérés uniquement par l'offre et la demande. Tu sais, quelque chose de très financier. C'est ce qu'on voit sur certains concurrents américains qui font à peu près la même chose que nous et qui laissent un libre arbitrage de l'offre et la demande se faire pour gérer le prix des parts des immeubles. Mais en fait, ce qui se passe quand tu as un modèle comme ça, c'est que la personne qui a par exemple 10% de briques théoriquement à revendre, bah, si elle décide de revendre à prix cassé parce qu'elle a besoin de liquidité de manière rapide, bah, ça va faire chuter le prix de la brique, donc chuter le prix de l'immeuble, alors qu'il n'y a pas de raison. En fait, le prix de mon immeuble dans la rue, il n'a pas changé. La valeur de ma propriété, elle n'a pas changé. C'est juste lui qui avait besoin de liquidité rapidement. Donc c'est pour ça qu'on va encadrer cette marketplace. Comment? En ayant des prix indicatifs. Donc moi, tous les mois, je vais remettre à jour le prix de la brique et je vais bien l'afficher sur l'affiche de la propriété et sur la marketplace en te disant que par rapport à la dette qui reste, par rapport à la valeur de mon immeuble, la brique, elle vaut 30 €. Libre à toi de vendre 32 €. Si tu vends 32 €, je dirais à la personne qui va te racheter, ben voilà, il vend 32 €, il est un peu plus cher que le marché, en tout cas que moi, l'évaluation que j'ai faite du marché. Par contre, tu as quand même 8% de rendement en achetant à 32 €. Libre à l'acheteur d'acheter ou pas. Mais en tout cas, il y aura toujours cette notion de prix indicatif qui sera bien mise en avant. Et tu vois, ce n'est pas un marché qui se fait uniquement par l'achat et la revente. Ensuite, pour répondre à tes questions, la liquidité. La liquidité, tu as raison, on ne l'a pas encore testé. Je ne peux pas amener d'éléments de réponse. Par contre, c'est ce qui va être clé dans la capacité à un opérateur comme Brix ou peut-être à un concurrent à faire que son service fonctionne parce que les gens ont besoin d'être rassurés sur la liquidité. Moi, je suis convaincu qu'elle va y être parce qu'il y a une forte demande et on n'aura jamais la capacité, nous, à avoir des biens immobiliers en permanence qui arrivent sur la plateforme en first market pour subvenir à l'envie et à la demande d'investissement. Donc à un moment donné, des gens qui voudront investir vont forcément se rabattre sur le marché secondaire. L'intérêt, les désintérêts d'acheter sur le marché secondaire versus le marché primaire. Le marché primaire, forcément, tu fais les meilleures opportunités. Montagnac, on achète 300 000 €, l'immeuble il en vaut 600 000. On a juste fait une opération qui est dingue. Donc en fait, tu t'achètes, tu attends 4 mois, tu as déjà pris 30% sur la valeur de ton brique, parce que de ta brique, là, on pourrait déjà revendre l'immeuble quasiment le double si on le revendait à la découpe. Forcément, ceux qui ont attendu 4 mois, mais tu es obligé d'attendre 4 mois, ou à minima 3 mois, le temps qu'on achète chez notaire définitivement. Donc en fait, ton argent, il ne travaille pas pendant 3 à 4 mois quand tu te places sur ce type d'immeuble. Donc comme tu n'as pas fait travailler ton argent, bien sûr que quand tu vas vouloir revendre, tu vas vouloir non pas revendre à 30 €, mais revendre à 35 € ta brique. Parce que même à 35 €, la personne qui t'achète, elle sera toujours à 10% de rentabilité à l'année. Donc il va y avoir ce côté un peu spéculatif, j'ai attendu, je revends, donc je prends un gain. Celui qui achète sur la marketplace tout de suite, il est sûr que quand il a acheté, si le rendement lui va, le mois suivant, il touche déjà les loyers. Donc son argent va bien plus rapidement au travail. Et ensuite, deuxièmement, il va y avoir de la frustration, c'est-à-dire que nous, on a un immeuble à 300 000 € à financer. Je pense que rapidement, on va se retrouver à financer des immeubles en 1 heure. Si tu n'as pas pu rentrer dedans, mais pourtant tu as envie de placer de l'argent parce que 10% ça te va de rendement, bah, tu vas te dire, bon, bah, ok, j'accepte d'acheter
certaines offres qui passent sur la marketplace, même si je les paye un peu plus cher, j'ai quand même un rendement qui me satisfait. Donc, elle est là la différence, c'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à immobiliser mon argent 3 mois avant que je génère des premiers revenus, ou est-ce que je veux plutôt des revenus immédiats, et dans ce cas-là, je passe par le marché secondaire. Okay. Concernant la liquidité, nous, on va être un animateur du marché. C'est-à-dire que si tu as besoin de liquidité, si tu n'as pas envie d'attendre, on te proposera un rachat instantané de tes briques avec une décote. On n'a pas encore fixé, mais ça va être entre 5 et 10% la décote. Donc on pourra te racheter en instantané en échange d'une décote de 5 à 10%. Et ça sera charge à nous ensuite de remettre la brique à la vente au tarif conseillé. Un peu comme les acheteurs qui te rachètent tes voitures, estimation et achat immédiat, et qui achètent à un prix un peu plus réduit que celui du marché pour pouvoir te faire une offre. Nous l'idée, c'est pas de casser le prix non plus, c'est pas de te dire on te rachète à moins 50% si tu as besoin de liquidité, parce que, mais c'est avoir en tout cas payer, nous ça nous immobilise de la trésor, donc c'est payer cette immobilisation de trésor et payer ce côté animation de marché. Donc tu auras la possibilité d'avoir cette revente instantanée. Ok. Peut-être une dernière question sur Brix. C'est une question qui a été abordée et qui a été abordée sous la présentation d'un concurrent à vous, mais américain. Donc qui n'est pas tout à fait un concurrent, mais plutôt une entreprise similaire, mais aux États-Unis, qui s'appelle Real IT, je pense, et qui a la spécificité d'être sur la blockchain. Ouais. Du coup, ma question, c'est Brix / blockchain, oui, non, pourquoi et quand, si oui. Tu vois, je parlais de concurrents, typiquement, je faisais référence à eux. Ok. Moi, je vois la blockchain non pas comme un outil marketing, mais comme un moyen. En fait, il faut que ça t'apporte quelque chose, sinon pourquoi tu vas sur de la blockchain? Pour les entreprises, oui. Ouais. Donc, là, il y a eu un peu de buzz autour de la blockchain, tu vois, tous les acteurs qui mettaient de la blockchain, tu ne savais pas pourquoi ils le faisaient, mais ils avaient un peu de hype. Je pense que c'était juste pour de la hype qu'ils mettent le mot blockchain et puis... Voilà, exactement. Eux se retrouvent dans une position où les briques, ils ne s'appellent pas ça des briques, mais en tout cas leurs parts d'immeubles sont sur de la blockchain, donc c'est un token, et tu vas pouvoir aller le revendre sur n'importe quel marché. Donc tu vas pouvoir aller sur n'importe quel marketplace qui fait de l'exchange de tokens et revendre ton token. Alors que les gens qui sont sur ces marketplaces, donc elles s'échangent de tout, c'est pas du tout dédié à l'immobilier, et ce qui fait que c'est l'offre et la demande sur le prix du token. Donc ça revient au problème Donc ça revient au problème. Et donc ton token, tu n'as aucun prix indicatif sur la revente de ton token. Donc déjà ça fausse le marché. Ça c'est le premier point. Ensuite, quand c'est des tokens, les loyers, ils te les rendent en Ether ou sur du stablecoin. Ouais, c'est de l'USDT. Ouais. C'est du USDT. Mais donc, tu te retrouves à avoir forcément un compte crypto ou à t'y connaître un peu. Et là-dessus, moi, si tu veux, mon service, c'est pas pour parler à des geeks. Moi, c'est vraiment pour parler à la masse et pour démocratiser l'investissement immobilier. Donc moi, la ménagère qui a 5 000 €, il faut que ça soit simple pour elle. Et tu vois, je caricature en le trait en disant la ménagère, mais je veux dire par là que je parle vraiment à tout le monde. Tu vas pas lui dire de créer ton compte sur Kraken, je vais t'envoyer des Tether que tu vas devoir convertir en euros. J'ai des personnes de 65 ans qui m'appellent, 70 ans, aussi jeunes qui peuvent être, tu vois, le mot crypto, ça peut leur faire peur. Et quand ils me disent j'ai 20 000 € à investir dans l'immobilier, je ne vais pas leur parler de blockchain ou de crypto-monnaie. Nous, la blockchain, on veut la mettre en place, mais ça va être une blockchain privée qui ne pourra être uniquement échangeable sur notre site internet. Tu ne pourras pas aller sur des places de marché extérieures. Pourquoi on met en place de la blockchain? La blockchain, le seul intérêt que j'y vois dans notre modèle, c'est que ça te crée une antériorité sur les détenteurs de briques. Aujourd'hui, on fait 10 sécurités. On a 10 enregistrements base de données sur 10 serveurs différents pour vraiment sécuriser le registre de détention de briques chez nous. Mais quand tu es sur de la base de données simple, ça peut être modifié. Tu peux modifier l'antériorité. Donc, tu peux y aller et dire, à un moment donné, moi je supprime les briques d'un utilisateur et en fait ça ne se voit plus parce qu'on a réussi à le supprimer dans cette base de données et dans toutes les sauvegardes autres de base de données. Donc,
tu vois, on a fait passer des experts sécurité, on est quand même sur de la finance, sur de la fintech, on veut blinder les choses, mais je me dis, tu n'es jamais à l'abri qu'il y a un petit génie un jour qui décide de te craquer, qui arrive à faire ça. À partir du moment où tu es sur de la blockchain, l'antériorité de toutes les transactions ne peut jamais être effacée. Inviolable. C'est inviolable. Et en plus, c'est sur des serveurs qui n'appartiennent plus à l'entreprise, mais qui sont dispersés et cryptés. Donc ça devient complètement inviolable. Donc c'est plus l'aspect vraiment technologique qu'il y a derrière la blockchain plutôt que le concept de crypto, de token, enfin il n'y aura pas de concept de token. Le token c'est la brique, c'est la brique, tu vois. Mais ça va rester sur Brix et tu pourras l'échanger que sur notre site internet. Donc nous c'est vraiment l'utilisation de la blockchain comme un moyen de sécurité pour vraiment être 100% fiable et jamais pouvoir se faire hacker. Plutôt que juste de la hype et de dire on communique et on vous renvoie du stablecoin. Accepter des cryptos demain, oui, mais ils seront convertis dans la monnaie dans laquelle la propriété sera achetée. Et on te rendra de l'euro, de l'USD si on achète aux États-Unis ou peu importe. Mais je ne vais pas demander à une personne qui a 70 ans et qui veut investir un peu d'argent, d'avoir, comme tu dis, à ouvrir un compte sur Coinbase ou d'autres, justement, pour accepter les loyers. Mais ces concurrents américains que tu cites, une des raisons, en tout cas, qui a permis leur développement rapide, c'est que tu es sur du token, on ne sait pas qui est derrière le token. Donc, en fait, il n'y avait pas de process de KYC. Ça leur a permis de se développer rapidement avec de l'argent dont on ne connaît pas la provenance. Ils ne sont toujours pas en Europe parce que justement ces règles-là en Europe ne sont pas possibles. En Europe, tu es obligé d'être agréé, tu es obligé d'avoir des procédures de validation de provenance de ton argent et de lutte anti-blanchiment d'argent assez strictes, qui fait que tu perds aussi cet intérêt d'avoir des tokens sur de la blockchain publique. C'est une très bonne question. Je pense que je ne suis pas le meilleur exemple en termes de diversification parce que j'ai un peu fait all-in sur l'immobilier. J'aime bien Elon Musk qui a tendance à dire finalement moi j'investis que dans des boîtes où je suis à la tête, comme ça je suis conscient des risques. Donc moi je suis investi en bourse malgré moi parce que la revente de ma société s'est faite par un rachat, par une action cotée en bourse. Et donc j'ai une période de lock-up, donc j'ai une période d'incessibilité de 4 ans pendant laquelle je ne peux pas revendre. Et malgré moi, parce que l'action ne performe pas très bien là, de celui qui nous a racheté. Donc, tu vois, on n'a pas le droit de savoir? C'est public, ça s'appelle Pharmasimple. Pharmasimple. Pharmasimple, ouais. Je connais Pharmagest, mais je ne connais pas Pharmasimple. Ouais, tu vois, ils ont perdu 70% en un an. Donc 70% de mon gain là, vient de... Et tu as toujours ces actions? Je ne peux pas les céder avant 4 ans, donc j'ai bon espoir qu'ils remontent la pente. Il doit me rester 2 ans. Ils n'ont pas de dividendes? Non, ils ne sont pas rentables, donc ils ne versent pas de dividendes. Donc là, j'ai 70% de mon gain qui et ensuite... Attends, mais c'est chaud, parce que là, si ta start-up, elle a été achetée 8 millions, combien dans le deal il y a en actions? Il y avait 4 millions en actions, 4 millions en loquet. Donc il y avait 4 millions là, qui étaient incessibles pendant 4 ans. Ah, donc c'est en fait les 8 millions en actions, mais tu as pu vendre la moitié directement. Ouais. Alors moi j'avais pas 8 millions d'euros au total parce qu'à la fin il me restait bien moins que ça en termes de capital. Donc tu vois, je ne vais pas donner là, les chiffres exacts. Ouais. Mais en effet j'ai pu retirer une partie et là j'ai l'autre moitié qui a pris moins 70%. Donc ouais, c'est compliqué. Ouais. Et c'est une bonne leçon. Tu vois, des fois, un deal en échange d'actions, surtout sur du côté, ça peut être super intéressant. Mais si derrière, on te met des lock-up comme ça, qui en plus sont là pour stabiliser le cours de bourse et pour pas que tu revendes tout d'un coup, ça peut faire mal. Donc, très bonne après, il y a des entreprises... Google, ils m'ont proposé ça. Moi, sur ma chaîne, j'aime bien des fois me moquer un peu de Orange et de Air France et de Carrefour. Là, clairement, s'ils te proposent 10 millions en actions, mais que c'est loqué sur 4 ans, il faut s'attendre à ne pas toucher les 10 millions dans 4 ans. Que ça soit bien divisé. Ok, mais du coup, à part ça, non, donc, pas du tout... À part ça, donc j'ai pas de bourse. Il y a quelques années, là, je m'étais dit, bon, je rentre sur du Bitcoin, on était tu vois, à 18 000 euros. Je me suis dit, non, mais on est trop, ça va pas monter plus. Et finalement, après, je me suis dit,
je trouvais le niveau de risque à 18 000 € important, donc si j'étais rentré, ça aurait été sur 2-3 000 €. Ouais, bon, finalement, c'était un risque important pour doubler mon gain. Tu vois, je mesurais mon risque et je me dis, tu as vraiment le potentiel de perdre beaucoup, de perdre tes 3 000 € versus le gain qui va être au mieux de 3 000 € parce que je vais doubler. Donc le point d'entrée était déjà haut pour moi et je me suis dit, c'est pas intéressant. Et après, si tu veux, j'ai toujours réinvesti, mais dans des boîtes que j'ai montées moi. Il y a 2 ans, j'ai monté un site e-commerce en parallèle de mes activités immobilières sur de la vente de compléments alimentaires parce que je connaissais bien le marché. Là, j'ai revendu ce site e-commerce et je l'ai bien revendu par rapport au temps que j'y avais passé. Donc ça a été des activités comme ça que j'ai monté moi, mais sinon vraiment le gros de mes activités, ça a toujours été sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier, j'ai toujours bénéficié de cet effet de levier bancaire. C'est-à-dire, j'ai fait plusieurs opérations de marchand de biens où, finalement, avec 100 000 € investis, j'ai pu faire des acquisitions à 800 000 € et à la découpe, une fois que tu as revendu, bah, tu gagnes 200 000 € et tu as doublé ton investissement initial. Donc, ça va assez vite avec l'immobilier et tu as la chance de pouvoir avoir ce levier. C'est aussi parce que je connais bien l'immobilier par ailleurs. Tu vois, je ne me suis jamais entrepris à investir dans des startups ou autres à côté, même si des fois on me renvoie des deals. Par rapport, en tout cas, j'ai toujours, par rapport à Brix, j'ai mis beaucoup de temps à aller chercher des financeurs extérieurs. Là, j'ai quelques investisseurs qui ont investi et mis un peu d'argent dans la société. Mais si tu veux, tout le début, la première année, ça a été financé sur fonds propres. Donc, j'ai pris un risque. J'ai investi beaucoup d'argent initialement sur Brix en fonds propres. Plus que de raison. Il y a beaucoup de fondateurs qui n'auraient jamais fait ce pari-là. Parce que, un peu comme je te disais à la Elon Musk, je me dis, bah, je contrôle le risque parce que c'est moi qui suis tous les jours et c'est moi qui fais avancer la boîte. Ouais. Et tu as des Brix? Très bonne question. Très peu. Parce que réglementairement, j'ai pas le droit. Ah, ok. Il y a tout de suite un conflit d'intérêts. D'accord. Mais tu vois, j'ai de la famille. Tu arriveras à en avoir. En fait, même ma famille ne devrait pas en avoir parce que tout de suite, ça crée du conflit d'intérêts. En fait, ce qui peut se passer, le conflit d'intérêts, ça va être de dire il y a certains immeubles qui ne sont pas ouverts au public parce qu'il n'y a que ma famille, mes amis ou l'entreprise qui auraient droit d'y rentrer, alors qu'on se doit d'être impartial. Et en fait, ça doit être disponible pour tout le monde. À partir du moment où c'est sur la plateforme, il ne doit pas y avoir des deals réservés. Si tu veux, uniquement les bonnes affaires aux fondateurs et à sa famille et aux employés, et les affaires le deuxième choix uniquement pour les investisseurs. Donc c'est pour ça que là je ne suis pas rentré dans Brix parce que premièrement je préférais garder mes liquidités pour faire grossir la boîte et pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et même par la suite, c'est un peu borderline d'investir moi-même dans des opportunités sur la plateforme. Ok. Donc, tu vois, il y a ma femme qui a mis un peu d'argent, elle a dû investir 20 000 € sur la plateforme, je pense qu'on mettra un peu plus, mais ça va rester dans le raisonnable. Ok. On a terminé. Ok. Super.